Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Marion Poitvin, à 39 ans, vous êtes la preuve vivante que tout est possible à force de volonté et de passion. Avec vous, les rêves ne connaissent aucune limite et les barrières tombent sous votre détermination. C'est votre père et votre mère qui vous ont initié à l'escalade, qui avec l'alpinisme, la randonnée et le ski feront naître en vous une passion dévorante pour la montagne. Ces sports deviennent vos terrains de jeu, et bien que vous ayez un bac+3 en langues étrangères appliquées, c'est la montagne qui s'impose à vous comme une évidence, au point d'en faire votre métier. Alors que vous pratiquiez l'alpinisme depuis 5 ans, vos envies de performance prennent de la hauteur et vous poussent à viser les sommets en intégrant la première équipe nationale d'alpinisme féminine. Là, tout s'enchaîne. Vous devenez pionnière et enchaînez les premières dans un milieu exclusivement masculin. Vous devenez la première femme à intégrer le groupe militaire de haute montagne, la première femme instructrice de l'école militaire de haute montagne et enfin la première secouriste CRS de montagne. À chaque étape, vous brisez les chaînes du sexisme et gravissez les échelons sans jamais vous laisser freiner par les obstacles dressés sur votre route. Vous ajustez en permanence votre trajectoire professionnelle en vous remettant sans cesse en question dans un milieu où vous avez dû lutter pour trouver votre place. Un parcours dans un univers d'hommes qui aura mis 30 ans à vous rendre féministe, mais aujourd'hui vous faites entendre votre voix. Vous êtes maman de 2 jeunes enfants et prouvez chaque jour que montagne et maternité peuvent coexister. Vous êtes secouriste CRS montagne à Albertville, guide de haute montagne et présidente d'honneur du club Lead the Climb, une association que vous avez fondée. Vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages, Briser le plafond de glace et toujours plus haute. Votre parcours est une ode à la résilience et l'excellence. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous avez un parcours très riche, mais comment est-ce qu'initialement vous êtes tombée dans la marmite de l'alpinisme et des sports de montagne ? C'est un grand mystère et on s'est beaucoup demandé avec mes parents parce que j'ai un frère cadet qui faisait aussi les sorties avec nous de randonnée, de VTT, de ski hors-piste, de parapente, de deltaplane, de canoë, de planche à voile. Enfin vraiment avec mes parents on a fait tous les sports de nature possibles, inimaginables. Et lui, par contre, il a pas du tout accroché. Il est parti faire des études d'ingénieur à Paris. Pourquoi moi, j'ai accroché ? Je crois que récemment, j'ai enfin trouvé quelques indices. Je crois qu'en tant que jeune femme, adolescente, ce que je vais faire, donc je vais commencer l'escalade sportive en 4e avec mon collège. Il y avait une classe sport escalade. Petite pensée d'ailleurs pour Christian Levet, le professeur de PS qui avait créé cette classe et qui est décédé la semaine dernière. Et c'est grâce à lui que du coup, je me suis retrouvée dehors. Enfin, j'adorais la danse. Et l'escalade, c'est comme de la danse, mais dehors. On n'a pas la musique, on a le bruit du vent, le bruit des feuilles, mais c'est un petit peu différent. Mais au niveau de la gestuelle, il y a vraiment ces mêmes sensations et moi j'ai adoré ça. Et il y avait vraiment en plus une idée de repousser ses limites physiques, de se challenger. C'est vrai qu'en tant que jeune femme, ça m'a plu de physiquement me sentir forte. J'étais musclée, j'avais des grosses épaules, parfois peut-être dur à assumer aussi d'un point de vue du regard des autres. On m'a surnommé Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles. C'est pas vraiment évident pour construire ta féminité quand t'as une vingtaine d'années. Mais en tout cas, je me sentais forte physiquement. Ça me donnait vraiment confiance en moi dans la vie et je sentais que je pouvais me promener le soir sans trop de soucis parce que si on venait m'embêter, parce que j'avais bien repéré qu'à 15-16 ans, j'étais de toute façon une potentielle victime sexuelle et qu'il y avait des prédateurs qui se baladaient quand même un peu partout. Ça, je l'avais déjà bien intégré. Et je savais que je pouvais courir vite, que je pourrais me défendre et ça m'aidait à avoir beaucoup confiance en moi. Et il y avait un peu aussi que là-haut, ce qui compte, c'est pas comment tu t'habilles et comment t'es coiffée, comment t'es maquillée. C'est vraiment pas ça l'essentiel de ta journée, quoi. C'est de grimper à la montagne et de redescendre. Donc je me sentais plus libre quand j'étais là-haut. Donc je pense cette force physique et puis cette liberté d'être là-haut. Et puis aussi, les paysages, quoi. C'est quand même juste magnifique quand on est là-haut. C'est beau de les voir d'en bas, les montagnes, mais quand on les voit d'en haut, c'est encore plus joli. Et vous avez visé un peu haut pour vos premières courses, non ? Oui, je suis partie assez rapidement dans des grandes courses. C'est vrai que pour ceux qui connaissent, ma première goulotte, c'était la Chéré. Vraiment, c'était la découverte, la goulotte Chéré à Chamonix. C'est un truc d'initiation, 4 longueurs.
avec du matériel pas très très adapté, mais ça l'a fait. Et ma deuxième goulotte, c'est le super couloir avec la sortie jusqu'au Mont Blanc du Tacu. Donc c'est le copain qui voulait y aller et j'ai dit bah oui, ça a l'air bien. Et en fait, j'ai lu vraiment le topo en rentrant et j'ai bien fait de le lire après. C'était marqué pour alpiniste expert. Et clairement, j'en faisais pas partie. Heureusement que j'avais pas lu le topo avant, sinon je l'aurais pas suivi. Donc vous êtes allé aux États-Unis pendant 1 an et ça a eu des répercussions sur votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter ? Donc après ma première, mes parents me proposent de partir 1 an aux États-Unis dans une famille d'accueil. Donc je vais aller dans un lycée américain, une high school, et je vais être accueillie dans une famille bénévolement. À Boulder, c'est vraiment la capitale de l'escalade et de l'alpinisme aux États-Unis, une des capitales, parce qu'il y en a aussi à Seattle, à Washington. Et ce qui était chouette, déjà, c'était d'apprendre l'anglais, parce que apprendre une langue étrangère, c'est comme apprendre une nouvelle façon de penser le monde. Et apprendre l'anglais, c'est aussi comprendre le monde, parce que c'est quand même la langue la plus parlée au monde. Et ça m'a vraiment, à 17 ans et presque 18, ça m'a quand même vraiment fait du bien de sortir de ma campagne, de mes montagnes. Et puis aussi, les Américains, ils ont une façon d'appréhender on va dire, les carrières professionnelles, parce que là, c'est vraiment l'âge où il faut commencer à se décider. Et moi, je voulais faire prof de maths, parce que les maths, c'était ma matière la plus facile. Et comme mes parents, tous les 2 profs, j'aurais les vacances pour grimper et skier. Et en fait, les Américains, c'est pas comme ça leur philosophie. Ça, c'est très français. D'abord, je prends un petit job, j'assure mes arrières, classe moyenne. Ouais, faut pas tomber, faut un petit filet de sécurité. Et ensuite, si vraiment, je fais de la montagne à fond, puis je vois ce que ça donne. Et vraiment, les Américains, c'est plus dans l'autre sens. C'est vraiment, prof de maths, tu sais que tu peux le faire. Tu fais une licence, tu passes ton CAPES, t'es affecté dans un collège, un lycée, tu le rates peut-être ton CAPES une fois, tu l'as la 2e fois. Mais la montagne, ça va être plus compliqué. Donc, il vaut mieux que tu fasses à fond la montagne et voir peut-être ce que ça peut donner. Et si jamais, tu vas faire ton truc de prof de maths. Et c'est vrai qu'en rentrant en France, je suis partie dans une fac de langue. Comme ça me laissait beaucoup de temps pour m'entraîner, partir en alpinisme et ensuite rejoindre les équipes nationales. Et effectivement, j'ai tout misé sur l'alpinisme, un tout petit peu sur les études, mais je me suis pas trop foulée. J'ai vraiment plus misé sur l'alpinisme et le ski et l'escalade. Et c'est vrai que c'est à payer. Donc, il y a des choses qui sont bien aux États-Unis. Vous revenez avec l'idée, je vous ai entendu le dire, ne pas essayer, c'est pire qu'échouer. C'est ça votre philosophie ? En fait, si tu rates chez les Américains, c'est pas grave. Rater, ça veut dire que tu t'es donné les moyens pour aller vers cet objectif, t'as mis plein de choses en place, t'as mis beaucoup d'énergie et que peut-être t'as pas réussi cet objectif-là que tu t'étais fixé au début. Mais c'est pas grave, tout ce que t'as mis en place, tu peux t'en servir pour faire autre chose. Échouer, c'est chouette. Et c'est ça qui vous donne l'ambition d'intégrer l'équipe d'alpinisme féminine, qui est la première équipe de haut niveau. C'est ce changement de mentalité aux États-Unis ? C'est pas vraiment les États-Unis, c'est plus que il y avait une équipe nationale d'alpinisme jeune, donc soi-disant mixte. Et en 20 ans, donc il y avait 8 alpinistes qui étaient sélectionnés tous les 2 ans. Donc il y a eu 80 alpinistes, il y a eu 2 femmes en 20 ans. Donc c'était pas hyper mixte. Et c'est vrai que quand il y a eu les sélections pour cette équipe jeune, j'ai pas osé me présenter, quoi. Je me suis dit que j'aurais aucune chance. Et ça commence à être dans l'air du temps de créer des groupes féminins. Il y a toujours eu des groupes féminins depuis la création du sport en France, on va dire à la fin du 19e. Donc des groupes féminins, il y en a toujours eu. Mais là, c'était assez novateur, là, en 2005, parce que c'était vraiment un groupe féminin, un objectif de haut niveau. Donc là, l'objectif, c'était pas juste de se retrouver entre femmes et d'aller boire un petit thé en cabane et de faire une séance de yoga, quoi. Non, vraiment, l'objectif, c'était, on est accompagné par des guides et on part faire des grandes courses, engagées en montagne, repousser ses limites, se challenger, etc. Donc ça, pour moi, c'était une évidence et puis une révélation parce que du coup, j'avais des copains avec qui aller à la montagne, j'avais quelques copines, mais pas beaucoup. Et là, tout à coup, je rencontre 7 jeunes femmes à peu près mon âge qui avaient juste envie d'en découdre avec des courses exigeantes en montagne et ça a été vraiment une super expérience. Et vous aviez déjà des ambitions professionnelles ? Alors non, à ce moment-là, j'avais pas du tout idée de ce que je voulais faire. J'avais fini ma licence, je finis mes études et puis je vais commencer à travailler en tant que saisonnière à Chamonix pour m'entraîner en ski. Je sais pas trop quoi faire de ma vie et ma maman me dit, écoute, l'important c'est de passer des diplômes, surtout si tu vas aller travailler dans le sport parce que c'est des milieux assez difficiles pour les femmes. Je lui réponds, non mais maman, c'est bon, le sexisme c'est fini, c'était à ton époque. Regarde, on a gagné tous les combats, on a le droit de vote, on a le droit à l'avortement. Ça va, c'est bon, détends-toi, ça roule, quoi. Elle me rit un peu au nez, je comprends pas pourquoi, mais plus tard, je comprendrai effectivement l'égalité salariale, la charge mentale, toutes ces petites choses qui font que les derniers mètres de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail sont encore loin d'être gagnés. Mais du coup, quand même, elle insiste beaucoup sur passe des diplômes. Bon, je me voyais pas guide, mais elle me disait passe des diplômes, tu sais faire de l'alpinisme, il faut que tu valides ce que tu as appris en alpinisme, que tu sais faire en alpinisme par ce diplôme-là. C'est quand même la seule solution d'avancer dans le monde du travail.
Bon, je me voyais pas guide, je me disais, elle a raison, pourquoi pas? Je vais quand même valider ce que je sais faire avec ce diplôme. Je vais aller tenter ce diplôme de guide, je vais rater l'examen la première année. Je vais aller aussi au diplôme de pisteur. Je me dis, bon, tant qu'à faire, je serais toujours mieux que de vendre des forfaits remontée mécanique. Bon, je rate l'examen de ski. Je vais à l'AMM, accompagnateur moyen de montagne, donc c'est le niveau en dessous de diplôme de guide. Bon, là, ça marche. Bon, voilà, je vais quand même faire un peu ça. Et puis, j'ai eu une opportunité incroyable. Le commandant du groupe militaire de haute montagne en 2008, Thomas Faucher, il a vu qu'il y avait toutes ces femmes à l'ENAF, à l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Et il s'est dit, le groupe militaire de haute montagne, il existe depuis les années 70 et il n'y a jamais eu de femmes. Après tout, pourquoi pas donner une chance à une femme? Donc il a proposé à toutes les femmes de l'ENAF, si elles avaient envie de postuler, de tenter. Et là, vous avez foncé? Non, j'ai pas foncé du tout. Non, je me suis dit, waouh, ils sont tous trop forts. En plus, c'est l'armée de terre, ça fout la trouille. Puis je vais me retrouver toute seule, avec des mecs super forts. Je vais ridicule, je vais jamais y arriver. Et puis j'avais aussi un petit côté un peu, fille de prof, un peu. Je me disais que c'était quand même un peu gâcher de l'argent public que de payer des gens à faire de l'alpinisme. Et ça me faisait culpabiliser. Je me disais, non, vaut mieux donner l'argent aux écoles et je veux pas en profiter, je veux pas rentrer là-dedans. Et c'est vrai que j'ai une copine à l'époque qui a eu les bons mots, qui m'a dit, mais de toute façon, si c'est pas toi, ça va être un autre. Ils vont pas donner ton salaire à une école, faut pas rêver. Et puis t'as envie de faire de la montagne et là, il y a une opportunité. Et ce GMHM, il sert pas à rien. Enfin, tu peux, il faut que t'ailles voir. Je pense qu'il faut que t'ailles voir. Et donc, c'est vrai que j'ai postulé. Thomas Faucher a été hyper encourageant. Il m'a dit, écoute, on sait très bien que moi, je faisais partie des meilleures femmes du moment en France et j'étais quand même très, 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 très loin du niveau des meilleurs hommes. Et Thomas Faucher, il me dit, il en avait bien conscience et il m'a dit, mais on va mettre en place des choses pour que tu puisses rattraper le niveau parce que nous, on pense que t'as le potentiel, que t'as la motivation et que t'as ta place au GMHM. Donc, c'était vraiment une opportunité professionnelle juste incroyable. Donc, à 23 ans, je deviens militaire, ce qui était déjà pas du tout prévu. Et puis, en plus, j'étais alpiniste professionnel. Parce que le groupe militaire de haute montagne, donc c'est un groupe d'élite dans l'armée de terre, c'est la vitrine de l'armée de terre en matière d'alpinisme, de savoir-faire. On va s'entraîner dans des expéditions lointaines, pôle Nord, pôle Sud, haute altitude, big wall, vraiment tous les milieux. Et ensuite, on va partager cette expertise avec des commandos montagne ou simplement, on va montrer le savoir-faire de l'armée. Vous êtes accueillie comment dans l'armée en tant que femme? Dans ce groupuscule, ça va être un peu mitigé. On est une dizaine et certains trouvaient que oui, pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir une nana, voilà. Et les autres, ils étaient là, oui, elle a été prise juste parce que c'est une femme, elle a pas le niveau, elle est quand même trop loin du niveau des hommes, etc. Donc je sentais qu'il fallait que je fasse mes preuves. C'est dur la discrimination positive de l'assumer? C'est dur. Et encore aujourd'hui, t'as beau expliquer que c'est indispensable, que c'est quand même le meilleur moyen, les quotas, la discrimination positive, pour améliorer l'égalité sexiste, raciale, sociale, dans plein de domaines, que ce soit dans les écoles, dans les universités ou dans ce groupe, le GMHM par exemple. T'es toujours en position où tu dois faire tes preuves. Et une fois que t'as bien grimpé fort, une fois que t'as skié fort, que t'as passé tes examens, là ça devient délicat parce que ça peut énerver. Il faut montrer que t'es capable, mais pas trop non plus, parce que en fait, t'as jamais vraiment ta place. Donc c'est vrai que naïvement, pour moi, être une femme, c'était pas une barrière. Ça m'embêtait d'être la seule femme, parce que j'aime bien aller en montagne avec les copines, et on peut tchatcher, on a quand même plus d'affinités entre femmes et entre hommes que dans la mixité. Donc j'avais surtout peur d'être seule et de m'ennuyer un petit peu, de pas trop avoir de copines. Mais après, je me disais pas que ça serait un si gros problème que ça. Et donc une fois que j'ai mis le pied là-dedans, par contre, j'ai découvert le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, la discrimination à l'embauche aussi, parce qu'il y a eu des problèmes avec mes contrats. Mon contrat, il voulait pas me renouveler mon contrat. Oui, mais tu comprends, on va te faire un an d'essai, alors que je voyais bien que d'autres hommes qui avaient mon niveau d'études et les mêmes grades et la même ancienneté, on leur faisait tout de suite un contrat. Il y avait des trucs un petit peu louches, ouais. Et le harcèlement sexuel, ça venait d'un de vos commandants, c'est ça? Ouais, alors c'est compliqué d'employer ce mot-là parce que finalement, j'ai jamais déposé plainte et l'infraction n'a jamais été vraiment caractérisée. C'est juste mon appréciation qui me fait dire que c'était ce qui s'était passé. Non, ce qui était gênant, c'est que j'avais des remarques sur mais tu sais, les femmes elles viennent à l'armée, c'est parce qu'il y a que des hommes, si t'as des envies, c'est normal, et puis ce commandant qui se promenait en slip dans le vestiaire et qui m'adressait la parole à ce moment-là
pas des choses très graves, tu vois, juste des petits commentaires, voilà, des petits trucs qui te mettent pas super à l'aise. Et dans l'imaginaire, moi, le harcèlement sexuel, c'était vraiment plus violent, quoi. C'était vraiment, tu te fais coller contre la photocopieuse et tu te prends des mains partout. Et là, c'était juste des petites phrases qui mettent super mal à l'aise, mais en fait, ça suffirait pour caractériser l'infraction. Et évidemment que je suis pas allée au bout du process légal parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop compliqué, parce que je sais même pas si ça marcherait. Donc voilà, quand j'utilise ce terme de harcèlement sexuel, en fait, on sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, à 23 ans, j'ai pas très très bien vécu ces remarques-là, et qu'à 23 ans, t'as pas de moyen d'arrêter ça, en fait, de remettre à ta place. Et surtout, t'as tous tes collègues qui rigolent, qui disent ouais, il fait ça avec tout le monde, ouais, c'est pas si grave. Ou mon compagnon de l'époque qui me disait oh, ça va, déjà que t'es payé à t'entraîner, à faire de l'alpinisme, tu vas pas te plaindre, hein. Donc ça, plus cette ambiance un peu lourde, plus le non-soutien de mon compagnon et de mes collègues, plus il faut toujours faire ses preuves, et je me rends compte que de toute façon, je serai toujours dans l'équipe B et je serai jamais choisi pour le projet le plus ambitieux. Oui, on vous empêchait même de partir. Vous parlez d'une expédition au Groenland. Qui vous est arrivé et ils vous ont mis de côté parce que vous étiez une femme ? Oui, ils ont dit que c'est parce que j'étais que caporal-chef, donc j'étais pas assez gradée. Donc tu comprends, si je me retrouvais toute seule avec que des sous-officiers, ça allait être compliqué d'être légitime pour donner des ordres. Bon, bien sûr, depuis, il y a des caporaux-chefs qui sont partis encadrer cette expédition et partager leur expertise dans les milieux polaires, évidemment. Mais moi, cette année-là, j'ai pas pu y aller. Est-ce que tout ce contexte un peu compliqué à assumer, c'est ça qui vous a fait demander d'être instructrice à l'école militaire de haute montagne ? C'est ça qui vous a fait changer de voie ? C'est vrai que j'avais un métier de rêve. J'étais payée à faire l'alpiniste du lundi au vendredi. C'était assez fou. Enfin, j'ai vraiment mis un long moment à réaliser ce qui m'arrivait. Et puis, tu te rends compte que t'as jamais vraiment ta place et que j'arrive pas à la trouver. Et puis, je me dis que c'est peut-être trop dangereux, peut-être l'alpinisme de haut niveau, et que ce serait plus sage de passer à autre chose. Et entre-temps, j'ai réussi finalement donc mon test d'entrée pour devenir guide de haute montagne, et je suis en cours de formation, et je me dis je vais aller un petit peu plus loin avec ce diplôme de guide, et je vais demander à être instructrice à l'école militaire de haute montagne. Et l'école militaire de haute montagne, les MHM, a été créée en 1930 à Chamonix. C'est le premier centre de formation aux techniques de l'alpinisme créé par l'armée. Et moi, j'arrive en 2012. Donc ça fait quand même 80 ans avant que il y ait une femme qui arrive. Et à ce moment-là, j'ai 25 ans, je suis jeune aspirant guide, je suis aux maîtrises d'escalade, et c'est à ce moment-là où il va y avoir quelques blocages. Au niveau de la hiérarchie, ils se disent mais on peut pas lui confier des stagiaires. Il y en a c'est des officiers, il y en a c'est des bonhommes, tu vois, ils reviennent d'Afghanistan. Parce que vous partez faire de l'alpinisme avec des stagiaires. Ouais, je pars toute seule en montagne. Voilà, je pars toute seule en montagne faire une course. Je suis la chef de cordée et j'ai 2 stagiaires avec moi, parfois plus. Hein. J'ai fait le Mont Blanc avec normalement un guide quand il va au Mont Blanc, il emmène 2 stagiaires. Et là j'en avais 23. Et ils étaient préparés, ils étaient entraînés et surtout ils étaient obéissants, ce qui est quand même vraiment quelque chose hyper important quand on emmène des gens en montagne, c'est que quand tu leur donnes une consigne, ils l'appliquent. Et c'est vrai qu'au niveau de ma hiérarchie, ils avaient peur que je me fasse dépasser par ces profils-là. Mais en fait, non, c'est des gens qui sont entraînés à obéir. Donc, il n'y a pas eu de souci, en fait. Ils remettaient pas en cause ma légitimité d'être chef de cordée, même si c'était un bout de jeune femme, là, qui les emmenait en montagne. Ça pouvait peut-être les surprendre un peu au début. Mais finalement, ils s'y sont adaptés très bien. C'était plus au niveau de l'hiérarchie, tous ces gens dans les bureaux qui comprenaient pas trop bien. Ils vous refusaient un contrat de 5 ans, c'est ça ? Normalement, vous deviez avoir 5 ans et vous en proposez qu'un de 2 ans. Voilà, exactement. Donc au début, ils n'ont pas voulu me le faire, mais finalement, c'est les ressources humaines à Paris qui ont dit, en fait, on est en train de lui payer son diplôme de guide de haute montagne, on a misé sur elle, donc on va la garder encore au moins 5 ans, donc vous lui faites un contrat. C'est juste que, en fait, d'un point de vue de l'investissement, nous, on veut du retour sur investissement, juste. Femme ou pas femme, elle a réussi ses diplômes, elle a passé ses qualifs, sur le papier, vous lui faites un contrat, c'est tout. Et donc j'ai eu mon contrat, que j'ai cassé 3 ans plus tard. C'est ce que j'allais dire, parce que alors là, c'est un autre changement de direction, et un vrai changement de direction, parce que vous passez à la police nationale, vous quittez l'armée. Pourquoi ? J'ai adoré ce boulot à l'armée, emmener les stagiaires, emmener des militaires en montagne, c'était vraiment trop bien. C'était des clients, c'était des stagiaires hyper agréables. Et puis en plus, on était une trentaine d'instructeurs, une super ambiance. Je me suis vraiment sentie plus à ma place qu'au GMHM, parce qu'il n'y avait pas cette idée de haut niveau, de compétition, on était vraiment plus dans la pédagogie et d'enseigner aux stagiaires. Il y avait quand même un truc où j'étais quand même un peu toute seule. C'est vrai que tu les vois, tous ces instructeurs qui s'amusent entre eux, qui font des blagues entre eux, et t'as envie de te fondre un peu dans ce groupe-là, et tu te bonhomises. Voilà, tu parles un peu comme eux, tu t'habilles comme eux, tu fais le bonhomme, quoi. Voilà, c'était quand même plus facile que dans des groupes d'élite. Mais quand même, au bout de 3 ans, j'ai demandé à passer en grade. Voilà, c'est là où j'ai commencé à avoir un petit peu de l'ambition professionnelle, on va dire. Parce que là, j'étais caporal-chef. J'étais à 1 350 € à l'époque.
pour vivre à Chamonix. Et puis, je savais pas si je voulais des enfants. J'ai toujours dit que j'en voulais pas, parce qu'il y a aucune carrière intéressante qui est vraiment compatible avec des enfants. Et puis finalement, à 28-29 ans, je commence à me dire, je sais pas trop. De toute façon, j'ai pas de papa, mais j'ai envie de me donner quand même cette opportunité, ce choix. Donc il fallait que je trouve un job où je gagne un petit peu plus, où je peux avoir ma vraie maison, quoi, parce que habiter dans une chambre de l'administration, c'était pas super. Et donc je demande à monter en grade, on me dit non. On me dit que j'ai pas le potentiel, même si j'ai un bac +3, alors que sous-officier, c'est niveau bac. Je demande à passer le diplôme de ski alpin, et on me dit non, t'as pas le potentiel, alors que l'année suivante, je vais décrocher le test d'entrée. Et je vois dans la mailing list des guides d'haute montagne que la police nationale recherchait des formateurs. Et c'est ce que je faisais déjà pour l'armée. Je me disais, allez, je vais faire formatrice pour la police nationale. Moi, la partie alpiniste, je pouvais l'enseigner, mais la partie secouriste en montagne, il fallait que je l'apprenne. Donc voilà, à 29 ans, j'ai quitté l'armée de terre. J'ai passé le concours de la police nationale gardien de la paix et je suis rentrée en école de police pendant 1 an. Et en sortie d'école, j'étais sous-officier. Et en plus, j'étais aux 35 heures. Et là, vous appréciez. Là, c'est plus facile que dans l'armée. Il y a 30% de femmes dans la police nationale et en CRS montagne, il n'y en avait encore jamais eu. En CRS de maintien de l'ordre, il y en a eu la première femme, je crois que c'est 2014, gardien de la paix. Et la première, CRS, mais montagne, spécialité montagne, donc une des spécialités réputées les plus difficiles dans la police nationale, l'équivalent du RAID, des forces spéciales. Ça semblait incroyable qu'il y ait une femme qui rejoigne cette spécialité. Donc moi, j'avais aucun doute que j'aurais le niveau. Et c'est vrai qu'au niveau de la police, il y a eu des surprises, j'ai eu des commentaires assez intéressants, quoi. Du genre, mais vous allez jamais y arriver, vous avez aucune chance, c'est impossible. Et en 2016, je vais rejoindre la spécialité. Dans cette ambiance, tout ce contexte, comment on se dit un jour, c'est le moment d'avoir des enfants? Mon histoire personnelle, c'est que j'emmenais un stagiaire en alpinisme, un stagiaire de l'ENSA. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 étés en tant que professeur à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpiniste. Je le voyais pas, il était derrière un pilier, il s'est perdu, il a glissé, il est tombé sur la tête. Je suis allée le voir, je voulais pas y croire, j'ai appelé les secours rapidement. Non, il est pas mort. Et en fait, ils l'ont embarqué comme un corps mort, en fait. Et je me suis dit, ah oui, en fait, il est mort. Et voilà. Mon cerveau m'a protégée pendant un moment, le temps que les secours arrivent. C'était rapide, c'était à Chamonix, pendant 20 minutes. C'est vrai qu'une fois qu'il est parti, là, je me suis effondrée et j'ai compris il était décédé, là, comme ça, dans une belle journée ensoleillée, dans une voie où il avait largement le niveau, il avait glissé, il est tombé sur la tête. Et c'est vrai que la semaine suivante, j'ai appelé mon compagnon de l'époque, et pourtant on n'était pas ensemble depuis très longtemps, mais je lui ai dit, non, là, il faut que je fasse un bébé. Là, c'était la première fois que je voyais un mort en montagne, en fait. J'ai l'impression que moi aussi, je peux mourir en montagne. Mais au moins, voilà, j'aurais vécu la maternité avant que ça m'arrive. Donc, à 33 ans, je vais tomber enceinte. Et oui, ça s'intègre d'autant bien que mes supérieurs à la police, ils avaient un discours peut-être un peu paternaliste, mais en tout cas très bienveillant, à me dire, mais tu sais, Marion, c'est génial les enfants, faut vraiment que t'essayes, quoi. Quand ta hiérarchie te dit ça, déjà, tu dis, en fait, ça va rouler. Et effectivement, à partir du 4e mois, je peux plus mettre le baudrier parce qu'il y a le ventre qui commence à dépasser. Donc, je peux plus travailler. Pendant 5 mois, en fait, je vais être tranquille, je vais passer un peu au bureau, je vais brasser 3 feuilles. Et puis, derrière, comme on est aux 35 heures, j'avais déjà pas mal d'heures de récup, donc je vais pouvoir prendre 5, presque 6 mois postpartum sans perte de salaire, tranquillement. Toute cette période-là, ça fait le deuil un peu de ta vie d'avant et ça te permet de laisser de la place, je pense, et d'être plus disponible pour accueillir tout ce que ça va t'apporter, ce petit bébé. Et ensuite, tu te dis, allez, j'en fais un deuxième parce que c'est vraiment trop cool. Et ce deuxième petit bébé. Et c'est vrai que le papa, lui, il vit ça de l'extérieur. En lui, il avait, en plus, le premier, il avait 15 jours. C'est rien du tout, 15 jours de congé paternité. Mais comme là, je lui ai expliqué tout de suite qu'il allait se retrouver tout seul avec les enfants assez rapidement parce que moi, j'aime beaucoup mon travail. Ça lui a fait un peu peur au début, mais finalement, il a pu trouver sa place, je pense, en tant que papa. Il est souvent seul à s'occuper des 2 à la maison. Et oui, c'est challenge. Et finalement, il en est aussi très fier d'être capable de le faire. En parallèle de tout ça, vous avez fondé une association, Lead the Climb. Vous pouvez m'en parler? Oui, alors Lead the Climb, mène ta grimpe. Moi, je voulais vraiment un mot comme le leadership, qui est intraduisible en français. C'est pas un chef, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est devant et qu'on a envie de suivre. Donc, on a choisi un mot anglais. Et l'objectif, moi, en tant que guide, du lundi au vendredi, j'emmenais des militaires, ensuite des policiers. J'ai peut-être eu, en 6 ans, j'ai peut-être eu une fois une stagiaire femme. Mais pas tant que ça. Et le week-end, j'emmenais des groupes féminins qui existaient déjà avec le club alpin français.
Et au sein du CAF, par exemple, il y avait une sélection, il y avait 2 groupes de 8, et il y avait plus de 100 dossiers. Donc je me suis dit, waouh, il y a encore 80 nanas sur le carreau qui ont envie d'apprendre l'alpinisme en autonomie et de pratiquer entre femmes. Donc j'ai commencé à proposer mes produits à côté en tant que guide indépendante. Et assez rapidement, il y a des femmes qui m'ont rejointe. Et puis mon compagnon, donc le papa, qui est salarié au CAF, qui m'a dit, écoute, je comprends pas pourquoi les femmes, elles ont besoin de pratiquer entre elles. Moi, ça me semble un peu obscur. En tout cas, c'est un fait. Quand elles sont avec toi, elles ont des étoiles dans les yeux. Elles kiffent être en montagne entre femmes. Faut qu'on aille plus loin. Le CAF, il est là pour répondre aux besoins des adhérentes. Il faut que tu crées un club. Et là, je lui dis, non, mais moi, la paperasse et les machins, c'est pas mon truc. Il me dit, moi, c'est mon boulot, ça tombe bien. Donc, il a imprimé les 4 feuilles, il a rempli les cases, il a signé en bas. Il y a une des participantes qui est devenue présidente, mon papa qui est devenu trésorier. Donc, ce qui était très drôle parce qu'il était, du coup, très impliqué dans une association dite un peu féministe. Et ça faisait beaucoup rire ma maman. Et voilà, Lead the Climb est né. On a commencé à créer des produits, à réfléchir avec les participantes, les besoins, etc. Et voilà. Dans ce que vous avez réalisé aussi, il y a vos livres. Notamment plafond de glace. Chaque femme a son plafond de verre à la maternité. Ça peut être le doute, ça peut être le syndrome de l'imposteur. Je pense que de toute façon, c'est un peu de tout ça, hein. Enfin, moi, j'ai été dans le dur, quoi. J'étais dans l'armée de terre, donc une administration hyper patriarcale. Et puis, en plus, dans des groupes d'élite, quoi, dans le haut niveau. Et en plus, tu cumules ça avec la montagne, qui est quand même un milieu encore très masculin. Je pense que, il y avait un peu de tout, quoi, qui m'a fait plafond de glace, hein. Et comment on le brise? Du coup, c'est juste de la volonté? C'est pas que de la volonté, c'est parce qu'avant moi, il y a eu des femmes qui ont déjà fait des bonnes brèches. Martine Roland, en 83, qui va devenir guide de haute montagne, par exemple. En 2014, je serai la 17e femme guide de haute montagne en France. À savoir qu'il y a à peu près 40 candidats qui sortent tous les ans. Et il a fallu 30 ans pour qu'il y en ait 17. Heureusement qu'il y avait Martine Roland, elle avait déjà fait ça. Et ensuite, il y a eu cette femme qui est rentrée chez les CRS et qui a facilité, malgré elle, mon entrée chez les CRS montagne. Je pense que j'étais née 10 ans plus tôt, j'aurais pu avoir toute la volonté du monde, il se serait rien passé. Quelle est votre définition de la femme inspirante? C'est une femme qui s'est réalisée et qui encourage d'autres femmes à se réaliser elles-mêmes. Quelles femmes vous ont inspiré? Moi, j'ai adoré Lynn Hill. C'est une grimpeuse américaine. Elle a grimpé une voie qui s'appelle The Noise, qui fait 1000 mètres de haut en 93 aux États-Unis. En fait, il y avait aucun homme qui avait réussi à enchaîner cette voie. Et arrivée en haut, elle a lancé une phrase célèbre qui s'appelle « It goes, boys », ça passe les gars. Quelle course ou expédition lointaine vous a le plus marqué? Moi, j'ai adoré partir sur l'île de Baffin avec 3 copines. Donc, c'est au nord du Canada, au pays des Inuits. On a marché sur la banquise, sur la mer gelée, et puis on est allé au pied des grandes faces. Et skier des grands couloirs très raides. Il faisait moins 30 degrés. On est resté là pendant 25 jours et c'était fou. Votre plus haut sommet? C'est un sommet en Himalaya à 4810 mètres d'altitude. Le moment le plus fort dans votre parcours? Quand je suis rentrée au groupe militaire de haute montagne, là j'ai 23 ans et je pensais pas de ma vie déjà un jour rejoindre l'armée et surtout être alpiniste professionnel. Je pense que pendant 2 semaines, je me levais le matin, je me regardais dans le miroir et je pleurais d'émotion en me disant mais c'est toi ça? Le moment le plus dur ou un échec? Quitter le groupe militaire de haute montagne, ça a été hyper dur. Faire une croix sur tous ces rêves d'alpinisme. Moi j'avais envie d'être l'alpiniste la plus forte du monde et de faire tous les sommets par les voies les plus dures. Donc j'ai mis une bonne dizaine d'années à réussir à regarder une montagne en me disant non, c'est pas pour toi. Et est-ce que vous avez douté au point de vouloir renoncer? Oui, j'ai failli partir sur ma carrière de prof de maths, enfin plutôt prof d'anglais parce que j'ai fait ma licence de langue étrangère. Et mon compagnon de l'époque, il m'a dit, t'as déjà mis beaucoup d'énergie dans cette carrière, il faut pas renoncer tout de suite. Et puis de toute façon, de l'alpinisme, tu continueras à en faire. En fait, c'est vrai que j'aimais trop ça. Donc j'aurais eu que les samedis, dimanches pour en faire et que les vacances, alors que là, j'avais toute la semaine. Donc je me suis dit, bon allez, accroche-toi et ça va passer. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière? D'avoir pu inspirer des femmes après moi, surtout du GMHM. Je suis un peu déçue, il y a des femmes qui ont postulé, que je les ai encouragées à postuler, ça n'a pas marché. Et les CRS Montagne, ça a marché. Là maintenant, on est 7 sur 200 agents et ça progresse bien, doucement, mais sûrement. Quel est votre prochain Everest? Pour le moment, c'est de gérer le quotidien avec 2 petits bouts et de pas se laisser dépasser par le quotidien, parce que ça va très très vite. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide dans votre vie? Pour gérer le quotidien, je dirais ne jamais reporter au lendemain ce que tu peux faire le jour même, surtout ta panière de linge sale.
On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que déjà vous en servez beaucoup dans votre travail? Vous prenez souvent la voiture? Oui, bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais comme accessoire dans votre voiture? Ah, mon téléphone, je sais, c'est pas bien, mais je le regarde pas, hein, c'est juste pour avoir Maps et la musique. Hein. Votre meilleur souvenir en voiture? Ma première voiture, où là, vraiment, c'est la liberté, quoi. Tu peux aller en montagne, parce qu'en fait, il faut une voiture pour aller en montagne. Parce que si tu pars du bas de la vallée, ça fait vraiment loin. Donc, ma première voiture. Et le pire moment passé en voiture? J'ai glissé sur la glace, bêtement. J'allais un petit peu trop vite, évidemment. Je me suis pas fait trop mal, hein, mais la voiture est partie à la casse. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je me calme. Je prenais déjà des risques en montagne, ça va rien de rajouter sur la route. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts? Non, je suis plutôt zen. Avant, j'étais sportive, mais c'était pas bien. Et pour finir, comme le veut la tradition dans Parole de Femme, on part en road trip. Marion, où est-ce que vous nous emmenez? Déjà, je vais mettre mes petits dans la voiture, parce que j'aime bien passer du temps avec eux. Bon, j'irai sûrement dans le Kira, tiens, ça fait un petit moment que j'aimerais aller visiter et j'ai toujours pas pu encore. C'est quand même dommage d'être parti à l'autre bout de la planète plein de fois, au pôle Nord, au pôle Sud, et de pas avoir visité le Kira. Au revoir Marion et merci pour ce bol d'air frais. Merci. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.